Troisième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Tiefling Sissoko, sociologue, Williel Fejmi Abatoussa, consultant en marketing, Emmanuel Kouzoumoumi, analyste économique et politique. Alors, le Zimbabwe, eh bien, la justice a estimé ce lundi que la décision du gouvernement de procéder à la coupure Internet était illégale. Amnesty International appelle également le gouvernement à rétablir dans les plus brefs délais Internet. Alors, Tiefling Sissoko, vous vouliez intervenir sur le fait que pas mal de gouvernements africains tentent finalement de prendre le contrôle d'Internet et de contrôler ce qui se dit finalement. Ben oui, puisque là, les nouvelles technologies ont connu une évolution incroyable dans cette partie du monde. En fait, que l'on soit au Zimbabwe ou au fin fond de la savane, on a du bout du doigt accès à Internet. Mais pour revenir sur le cas du Zimbabwe, je trouve que ça concentre un peu toutes les crises en fait, que l'on constate dans les autres pays. Crise économique, crise sociale, crise idéologique. Eh bien, donc, au Zimbabwe, n'oublions pas que c'est un petit pays seulement, 14 millions d'habitants. Alors, 14 millions d'habitants, une richesse naturelle incroyable, extraordinaire, mais un taux de chômage de 70% de la population. 70% de la population sont au chômage. Donc finalement, ça crée un taux de pauvreté qui est beaucoup plus important que n'importe où dans le monde, puisqu'ils sont classés quand même 134e sur l'échelle de développement humain, le Zimbabwe. Donc 70% de taux de chômage, mais à côté de cela, c'est l'un des pays aussi qui s'en sort bien en termes de politique d'alphabétisation. D'ailleurs, l'ONU et l'UNESCO mettent ce pays comme un modèle en termes d'alphabétisation. 90% de la population sont alphabétisées. Et donc, on a d'une part une misère qui s'installe et d'autre part une population qui est de plus en plus éduquée. Donc, ça crée finalement une ouverture d'esprit et un accès aux moyens, aux techniques de l'information et de la communication beaucoup plus importante. Et de l'autre côté, bien sûr, la méfiance donc, du gouvernement qui se méfie finalement de son peuple. Il se méfie du peuple pour une raison simple, puisque n'oublions pas dans l'histoire que c'est le pasteur Evan qui a été arrêté pour incitation à la violence sociale et que cette incitation est passée par les réseaux sociaux. D'où l'idée de couper Internet pour que la population ne soit pas informée ou pour que la fronde sociale ne s'organise pas comme il faut. Mais prenons le cas de l'augmentation de ce prix de l'essence. En France, le mouvement Gilets jaunes, si on fait le lien avec le mouvement Gilets jaunes, les prix du carburant ont augmenté de quelques centimes et donc les gens sont partis à la rue. Pour les Zimbabwe, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de 1,30 € le coût du gasoil à plus de 3,95 $. Et donc vous imaginez une augmentation du prix de l'essence qui a été multiplié par 2,5. Multiplié par 2,5. Donc c'est quand même incroyable. Si une telle chose se produisait en France, je pense qu'il n'y aurait pas les gilets jaunes, mais les gilets jaunes plus. Et donc ça montre bien que pour le Zimbabwe, il y a une crise sociale qui est beaucoup plus profonde. La population qui ne parvient pas à accéder à des denrées alimentaires de base, qui ne parvient pas à se nourrir correctement, malgré cette richesse naturelle de base, et des pouvoirs politiques qui sont là depuis des siècles. Vous dites que, alors, président Emerson est là depuis longtemps, il a été vice-président de Robert Mugabe. N'oublions pas aussi que son vice-président actuel, c'était un ancien général à la retraite, qui a été appelé pour être le premier vice-président du Zimbabwe. Et les méthodes traditionnelles qu'ils ont connues depuis l'époque Mugabe se mettent en place. Donc naturellement, ils vont ils vont prendre la population par la violence, puisque l'ONU, généralement, qui est très réservée quand elle prend la parole, a interpeller le gouvernement sur ces exactions qui ont... Alors effectivement, les manifestations ont été suivies d'une lourde répression avec plusieurs morts au cours donc de ces mobilisations. Emmanuel Kouzoumoumi. C'est une mauvaise méthode toujours de ces anciens pouvoirs qui ont tendance à se pérenniser par la violence. C'est dommage parce que, comme vient de le dire, le Zimbabwe est un pays riche. Pour une population aussi modeste, il avait les capacités, en tout cas le président, de relancer l'économie. Maintenant qu'il a tous les leviers du pouvoir avec lui,
il pouvait au moins dire, voilà, j'ai un plan de redressement économique. Mais c'est une crise longue, la crise actuelle que nous connaissons, et elle a au moins 10 ans derrière elle, cette crise. Mais il a connu en tant qu'ancien du pouvoir de Mugabe déjà. Autrement dit, aujourd'hui, la solution par la répression, la solution par la coupure d'Internet, comme ça, il n'y a plus de communication, et la répression dans les rues pour ceux qui manifestent, effectivement, c'est pour cela qu'il a demandé à la police de ne plus toucher éventuellement d'autres personnes si jamais les manifestations se poursuivaient, qu'on ne puisse pas continuer à tirer dans les foules. Je veux dire, c'est du bon sens même. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a une autre difficulté au Zimbabwe, c'est d'arriver à se faire une reconfiguration économique. Ils ont du mal. Alors, avoir les vieilles classes politiques qui se pernisent au pouvoir, sachant que ces classes politiques, justement, ont échoué, c'est vrai, l'embargo pendant le temps de Mugabe, on peut le comprendre, mais depuis 1 an, 2 ans, il avait les moyens de pouvoir relancer. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il ne donne même pas un espoir à la population. Or, ce qu'il a à faire, plutôt que de faire de la répression, c'est peut-être par le biais des administrateurs locaux, de commencer à donner au moins un espoir à travers les programmes économiques. Qu'est-ce que j'ai? Alors, côté éducation, ça va très bien. Effectivement, le taux d'alphabétisation est très bon. Le taux d'éducation primaire approche 98%. C'est l'un des pays d'Afrique où, en tout cas, à ce niveau de l'éducation, ils battent le record. Mais une fois que vous avez éduqué les gens, précisément, vous les amenez à prendre conscience de la situation du pays. Donc, autrement dit, il y a des choses qu'il ne peut plus cacher, comme il le faisait au temps où il y avait beaucoup d'illettrés dans le pays. La difficulté maintenant qu'il a, c'est d'arriver à trouver autour de lui des personnes compétentes, capables de lui tracer un vrai programme économique. Il y a beaucoup de richesses à transformer dans le pays. Ils ne le font pas. Il y a beaucoup de ressources de terre pour exploiter les terres. Aller reprendre les terres des anciens colons blancs dans les fermes des blancs pour les distribuer aux noirs, c'est une bonne chose. Mais après, si ces terrains ou ces pâturages ne sont pas exploités, à quoi ça sert dans ce cas-là? Il a été longtemps le grenier du blé de l'Afrique australe, le Zimbabwe. Aujourd'hui... Pour moi, ça c'était une erreur stratégique, en fait, de prendre les terres de cette manière, de façon caricaturale, prendre les anciennes terres pour les confier aux personnes sous prétexte que l'on veut équilibrer les injustices sociales qui ont été opérées. C'est ça la mauvaise méthode révolutionnaire, de penser que puisque nous sommes aux commandes du pays, on doit s'accaparer de toutes les ressources et de toutes les richesses, et tout ce qui est dans le pays nous appartient. On oublie derrière que l'outil de production économique, il doit appartenir à ceux qui savent l'utiliser. Et là, ça a été malheureusement, oui, malheureusement. Donc aujourd'hui, en fait, on dirait qu'il y a 2 axes majeurs aujourd'hui qu'il faudrait prendre immédiatement et rapidement. C'est relancer l'agriculture. On a les moyens, on a les terres, on a les personnes, on a les fermes, on a même des personnes qui connaissent, qui avaient d'anciens fermiers qui pourraient relancer l'agriculture dans le pays. C'est indispensable, il faut passer par là. Deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est s'attaquer à l'industrie. Ils avaient les moyens de le faire. L'industrie zimbabwéenne est tombée quasiment en désuétude parce qu'il n'a pas été renouvelé, parce qu'on a renvoyé par une fiscalité un peu aberrante. Les anciens investisseurs sont partis. Aujourd'hui, il faut relancer la transformation de l'industrie dans le pays. Mais pour le faire, il faut de la confiance. Et pour la confiance, il faut que le président sorte de la répression, qu'il entre dans le dialogue économique. Il ne sait pas dialoguer, mais c'est indispensable pour entrer dans le dialogue. Alors, on a quand même le sentiment d'une politique économique extrêmement floue. Alors, le ministre des Finances a été changé en cours de route peu après quelques mois seulement après la nomination, pardonnez-moi, du gouvernement, mais la politique économique n'est pas claire du tout, Williel Fedjmeba-Toussa. C'est assez obscur et ce qui a été rappelé est assez important, c'est qu'on a une population qui est de plus en plus éduquée, qui donc, ça va crescendo avec les exigences de cette population, et donc à charge maintenant pour le président Mnangagwa de pouvoir définir un cap clair et d'avoir une vision stratégique cohérente, parce que on a parlé de l'agriculture qui effectivement reste assez prépondérante dans ce pays, mais aussi le rôle joué par les investisseurs qui pour beaucoup s'en sont allés parce que le contexte aujourd'hui n'est plus favorable. Donc le président aujourd'hui a le devoir justement de donner une grille de lecture un peu plus transparente vis-à-vis de cette population plutôt que d'opter pour la répression. Parce que le Zimbabwe aujourd'hui, faut qu'on soit clair là-dessus, est un pays dont le potentiel est assez important. Donc une fois que le cap est là, je ne sais pas qu'est-ce qui va empêcher à ce pays de se remettre sur les rails.
Oui, Tiefling. Le problème que ça pose en réaction à l'intervention précédente, c'est que vous parlez des investisseurs, vous parlez des anciens fermiers. Le problème, c'est que les investisseurs, vous l'avez indiqué, sont partis. Et les anciens fermiers sont partis aussi, ne sont plus là. Et donc, à mon avis, avec le gouvernement en place et la composition actuelle du gouvernement, donc pas seulement le président Emerson, mais aussi le vice-président qui est un ancien général de l'armée, moi je ne vois pas trop comment ils vont pouvoir remettre en piste le Rwanda et en tout cas mettre en place une politique économique qui va permettre d'attirer en fait ces investisseurs qui sont partis, qui font plus confiance au pouvoir, et de l'autre côté ces anciens fermiers qui ont migré, qui étaient là depuis des générations, n'oublions pas, et qui sont partis. Et en fait l'une des conséquences de ces deux départs, c'est que l'économie actuelle au Zimbabwe a connu une période d'inflation incroyable en fait, avec l'alimentation de base qui n'est plus assurée à la population, avec l'agriculture. Vous savez, c'était un premier producteur de coton, des palmarès pour la production de coton, des palmarès aussi pour la production de thé. Et aujourd'hui, le Zimbabwe ne parvient plus à atteindre ce niveau de compétitivité au niveau du coton et au niveau de la production de thé aussi. Donc finalement, il faut, je crois, une politique économique dynamique qui permet d'attirer les investisseurs, ce qui suppose d'être des modèles en termes de gouvernance politique, et aussi de regarder objectivement l'histoire. Mais de regarder l'histoire en face en fait. Puisque moi je crois que bien sûr on peut vouloir équilibrer les inégalités ou les injustices qui ont été subies par les populations locales, mais on peut le faire en toute intelligence. En fait, comme l'Afrique du Sud l'a fait aussi. N'oublions pas qu'il y a donc le Rwanda et pas très loin, il y a l'Afrique du Sud qui a connu aussi des moments d'injustice, d'inégalité, d'apartheid. Et à la fin de l'apartheid, il y a eu un débat national de réconciliation nationale qui ont permis justement de rassurer les anciens fermiers et d'autre part de permettre à la population locale d'accéder à un niveau de richesse confortable. Le même processus peut se mettre en place pour le Rwanda. Et je crois que c'est cette démarche pour le Zimbabwe, j'ai dit Rwanda, pour le Zimbabwe, avec l'idée d'attirer ces investisseurs et d'autre part ces fermiers qui sont mécontents pour leur retour. Alors peut-être que là, les récents événements, ça ne va absolument pas rassurer les potentiels investisseurs. Il doit créer la confiance. Et effectivement, il faut qu'il abandonne la mesure répressive. Chaque fois qu'il y a une grogne dans le pays, on envoie les soldats, les policiers dans les rues pour tirer sur les foules. Donc je veux dire, ça s'est passé dans le passé. Il peut toujours dire, je crois, il fait son mea culpa, on a fait une mauvaise gouvernance, on n'a pas compris qu'il fallait écouter d'abord la population avant de tirer dessus, en tout cas ne pas tirer dessus, tout au moins. Là, il a, je dirais aujourd'hui, deux cartes à main. La première, c'est de maintenir peut-être les caciques au pouvoir parce qu'ils ne peuvent pas partir tout seuls, c'est compliqué dans les questions du pouvoir, mais au moins rajeunir la base de son gouvernement, la base. Ou faire peut-être preuve d'ouverture. Oui, tout à fait. Il faut qu'il montre et qu'il injecte les jeunes générations éduquées, mieux formées, qui comprennent les enjeux du monde aujourd'hui, qu'il les injecte progressivement dans le pouvoir. La confiance ne viendra pas par des vieux, c'est vrai, c'est une évidence même, elle viendra par les jeunes générations qui sont préparées à prendre les affaires en main. Deuxième chose, il faut qu'on arrête de penser chaque fois que la révolution, c'est l'appropriation des biens du pays. Ça, malheureusement, c'est ce qu'on voit dans le pays. Il y a même une tentation chez Cyril Ramaphosa de vouloir faire un peu comme le Zimbabwe, prendre une partie des terres des Alors la réforme agraire qui est en question, effectivement. Voilà, donc cette tentation de dire le pays est à nous, donc on prend tout. Et on oublie derrière que le pays n'existe que parce que l'économie tourne. Si l'économie ne tourne pas, on ne va nulle part. Donc il faut que les acteurs économiques, les plus aguerris, ceux qui connaissent bien le système, je dis bien sur l'agriculture pour nourrir les gens, c'est le minimum, et sur la partie transformation industrielle, agroalimentaire, ils en avaient, c'est perdu. La partie minière, il avait, maintenant c'est parti. Les transformations de matériaux, il avait, maintenant c'est quasiment à lambeau. Il faut que le pays se transforme sur l'industrie. Et c'est par ces deux moyens-là, avec des jeunes générations, des jeunes cadres qui connaissent bien le métier, qu'on va relancer le pays par la confiance. S'il n'arrive pas à faire ça, il aura des violences permanentes et des manifestations permanentes, et ça finira dans une guerre civile. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Willy Elfej. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit.
les deux points que je retiens, c'est déjà cette notion de sortir de la logique selon laquelle le fait d'avoir fait la révolution fait de certains individus les propriétaires d'un État. Ça, c'est une aberration et c'est ce que l'on voit dans certains pays parce qu'on a une pérennisation de ce qu'on appelle l'effort de guerre. Vous savez, même s'il n'y a pas forcément eu de conflit armé, mais dans la quête donc, du pouvoir, on a cette logique selon laquelle certaines personnes croient que l'État leur appartient. On le voit dans énormément de pays africains et ça, c'est des choses avec lesquelles il doit rompre. Et puis, sur le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est la notion de confiance. La confiance, elle est bicéphale. Il faut qu'elle soit sur le plan national. Et là, je rejoins ce qui a été dit en ce qui concerne la mise en place d'un gouvernement un peu plus ouvert avec notamment des jeunes qui seront à même de prendre les rênes plus tard. Et cette image nationale, par extension, sera embellie sur le plan international parce que les investisseurs aujourd'hui, ils observent d'abord les signaux. Et quand on n'est pas déjà en ordre rangé chez soi, c'est très difficile de convaincre des étrangers. Tiefing Sissoko. Eh bien, oui, je partage aussi une partie des points de vue qui ont été développés ici. Je dirais juste que sur la question du Rwanda, il y a Zimbabwe. Je crois que je ne sais pas ce que j'ai avec le Rwanda, mais alors on devait parler du Rwanda. C'est particulier pour le Rwanda et c'est pas très loin. C'est pas très loin aussi. Donc pour le Zimbabwe, à mon avis, il faut un changement. Je crois que il faut un changement dans la politique. Avec le départ de Robert Mugabe, on pensait qu'il allait avoir le changement, mais en fait, pour les gens qui regardaient de loin, pouvaient penser qu'il allait avoir un changement, alors qu'il y a une continuité qui est sur le point, qui était sur le point de s'organiser et qui finalement s'est mis en place. Et avec la méthode actuelle qui a été utilisée, eh bien, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est le prolongement de ce pouvoir ancien. Et je crois qu'il faut ce que le pouvoir populaire est en train de montrer comme exemple, qui peut être suivi aussi par d'autres pays. On le voit aussi au Soudan. Et on voit au Soudan, on voit dans d'autres pays. Mobilisation contre le président Omar el-Béchir. Oui. C'est une démarche positive, enfin la partie où la population va vouloir prendre les choses en main et puis espérer l'alternance politique. Et si je peux juste rajouter un dernier point, qu'est-ce que nous montrent toutes ces contestations que l'on voit se multiplier ici et là, que ce soit en Afrique ou même plus proche de chez nous avec les Gilets jaunes? C'est que le pouvoir appartient au peuple. Ça, il faut que les gens puissent le comprendre et l'intégrer dans leur manière de gérer les États. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Tiefing Sissoko. Je rappelle que vous êtes sociologue de l'éducation. Williel Fejmi Abatoussa, consultant en marketing. Emmanuel Kouzou-Moami, analyste économique et politique. Je sais que vous vouliez intervenir. On aura l'occasion, bien sûr, d'en parler dans le cadre de nos prochaines émissions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.